Bonsoir Maëlys de Kerangal. Bonsoir Dominique Fernandez. Bonsoir. Vous êtes ensemble les invités de la Galerne car vous avez participé tous deux à ce voyage en transsibérien proposé à une vingtaine d'écrivains et d'artistes en juin 2010. De ce voyage, vous avez chacun rapporté un livre et ces deux livres, votre roman Tangente vers l'Est, Maëlys de Kerangal, et votre récit transsibérien, Dominique Fernandez, se complètent. Maëlys de Kerangal, vous avez choisi la fiction et votre roman Tangente vers l'Est est un huis clos. Pourquoi ce choix ? J'avais envie de transcrire et de partager l'expérience physique du train, qui est un espace compartimenté, qui est un espace de promiscuité et qui est également un espace de circulation qui est composé de 3 classes et qui peut être considéré à lui seul comme un espèce de prélèvement de la société russe tout entière. C'est aussi un espace où on perd à la longue ses repères temporels, ses repères spatiaux. Dominique Fernandez, transsibérien est plutôt lui, le récit du dehors, de la Sibérie traversée. C'est un récit nourri de littérature sibérienne. C'était une option pour vous incontournable ? Non, pas du tout. Moi, j'étais parti sans l'idée d'écrire aucun livre, avec des clichés que les Français ont sur la Sibérie, c'est-à-dire une terre de nulle part, où il ne se passe rien, où il y a eu des bagnards autrefois, tout ça. J'ai découvert un pays complètement différent, avec des villes de 2 millions d'habitants modernes, une vie intense de toutes sortes. Et donc, comme je prends des notes toujours en voyage, au bout de 3 semaines, je me suis dit, il y a une matière formidable, et j'ai envie de faire connaître aux Français une chose qu'ils ignorent comme moi j'ignorais avant de partir d'ailleurs. Vous restituez tous les deux très bien une société qui ne s'est pas encore totalement libérée de certains réflexes, disons, soviétiques. On le sent dans votre roman Maëlys grâce aux personnages, en particulier celui d'Alyosha le conscrit ou des Provenitsi dont vous direz qui elles sont. Et dans votre récit, Dominique Fernandez, on le sent à l'ambiance qui règne dans les villes que vous traversez et lors des visites guidées que l'on vous propose. Ce qui m'a semblé peut-être proche des clichés qu'on peut avoir sur, en tout cas, la façon dont on pouvait être informé sur la période soviétique et puis les réflexes des gens, c'est quand même voilà, une forme d'attention parfois un peu outrancière. C'est-à-dire il y avait notamment à travers le personnage la figure de la Provenitsa, qui est cette hôtesse de bord, qui dans le train à la fois veille et surveille. Donc c'est vraiment les deux faces d'une même profession. Les réflexes que l'on impute aux Russes sont peut-être des réflexes qui sont issus de la période soviétique, mais c'est peut-être aussi, vous voyez, des traditions qui ont sédimenté depuis toujours. Je suis tout à fait de l'avis de Maëlys de Kerangal. Par exemple, le service militaire sous les tsars, c'était 25 ans, les conscrits, c'était effrayant. C'était pas, ça a toujours été comme ça en Russie. Et en effet, ces 70 ans de communisme qui, à mon avis, n'ont rien changé à la Russie. Je veux dire, c'est un épisode. On parle toujours du despotisme stalinien, mais vous savez, les tsars, Nicolas Ier, par exemple, c'était pareil. C'était moins perfectionné parce que la police était moins serrée. Mais le premier grand tsar s'appelait Ivan le Terrible. C'est quand même pas par hasard. Hein. C'est des gens Pierre le Grand a tué son propre fils. Enfin, je veux dire, c'est une autre dimension que chez nous. Je veux dire, un autre sens de l'être humain. Donc, les communistes n'ont pas innover. Donc, c'est évident que les gens d'un certain âge ont été formés avec l'éducation communiste. C'est les babouchkas, là, ces dames du train, si elles ont plus de 40 ans, elles sont forcément encore imprégnées. Il faudra 1 ou 2 générations pour qu'elles se démocratisent, c'est normal. Oui. Vos 2 livres si différents ont quelque chose en commun. C'est l'omniprésence de cette nature à la fois impressionnante et démesurée, qui est vue à travers les yeux d'Hélène, la passagère française du train du roman de Maëlys de Kerangal, et donc par votre propre regard, à vous, Dominique Fernandez, et le regard des écrivains que vous citez.
Donc une nature qui vous a visiblement fortement impressionné. Enfin, j'ai traversé vraiment la Sibérie. J'ai fait le parcours de Novosibirsk à Vladivostok et donc essentiellement la Sibérie. J'ai pas vu la Russie plus occidentale. Et c'est vrai que quand vous dites démesuré, je pense que c'est réellement le mot juste. C'est vraiment l'idée de la mesure. C'est-à-dire que c'est un espace où rien n'est à la mesure de l'homme. Vous voyez, c'est une question d'échelle. Le rail du transsibérien, c'est un quart de la circonférence terrestre. On est la Sibérie, c'est une espèce de poche de la taille d'un continent en fait, qui est immense, qui est tellement grande, tellement illimitée que par exemple en ce qui concerne par exemple les camps, les déportations, il suffisait juste de conduire les gens sur place. Il n'y avait pas besoin forcément de mettre des clôtures. Une fois que les gens étaient là-bas, que les déportés étaient là-bas, ils ne pouvaient plus partir. C'était immense et la nature, le climat assez hostile. Par ailleurs, c'est une nature très majestueuse, extrêmement splendide, alors avec des moments plus monotones. Vous voyez, notamment le train avance à 60 km/h. On traverse on a des longues séquences, par exemple, de forêt, des longues séquences de taïga. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux, d'assez étourdissant. Et pour moi, c'est réellement l'idée de la démesure qui reste. C'est un espace où en fait on comprend très bien le fait que l'homme ait eu du mal peut-être à trouver son échelle dans un espace aussi gigantesque. Moi j'avais une sensation de perte de qui j'étais. Et plus on s'éloigne de Moscou, moins tous les repères qu'on avait se dissolvent et soi-même on se sent dépossédé de soi, on ne sait plus qui on est. Et il faut penser que le transsibérien longe la frontière sud de la Sibérie, la Chine, la Mongolie, et qu'on sent très bien qu'au nord, il y a une immensité où nous ne sommes pas allés, qui est d'ailleurs inhabitable, qui est gelée tout le temps. Mais on le sent, c'est infini, et on peut faire par exemple 1000 km sans rencontrer aucune trace de l'homme, du train. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, surtout. En Occident, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans voir une maison quelque part. Il y a une trace humaine, une fumée, quelque chose. Là, rien. Et ça, on se sent perdu. Pourtant, on était dans un train, pas seul, avec convoyé, mais moi, je me suis senti très seul quand même, complètement dépossédé de moi. J'avais apporté une bibliothèque, croyant que j'allais m'ennuyer. J'ai lu 30 pages en 3 semaines. D'ailleurs, à la fin de votre livre, Dominique Fernandez, vous écrivez à propos des 3 jours que vous venez de passer dans le train sans en sortir, puisque ce sont les 3 jours qui relient votre dernière étape à Vladivostok. Vous écrivez « Nous faisons l'expérience du vrai voyage, qui est le contraire de l'excursion. Le vrai voyage ne dépayse pas. » Qu'est-ce que vous en pensez, Maïlis ? C'est l'idée qu'en fait, le voyage dans l'espace, dans ce pays, nous ramène aussi à un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'est pas question d'excursion, il n'est pas question d'escapade. On est quand même dans un mouvement intérieur qui ramène aussi à soi. C'est-à-dire, ou alors, à moins qu'on soit dépaysé avec soi-même, ce qui est encore aussi une configuration possible. Mais je trouvais ça très juste. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un espèce d'itinéraire très jalonné. On est dans une espèce de fugue portée par un mouvement constant, et je pense que ça c'est quelque chose d'assez pénétrant en fait, qui n'est pas on n'est pas là pour l'exotisme et le folklore. Il se passe quelque chose d'assez essentiel. Il n'y a pas de pittoresque en Sibérie, et c'est ça qui est beau. On sait que ça ne va pas changer fondamentalement. C'est un infini, c'est un objet de contemplation, de rêve. Non, c'est métaphysique, si vous voulez. C'est une beauté, une splendeur métaphysique. On sent que le boulot est, le mélèze est, le verbe être, employé absolument, rend seul ce sentiment d'être en face de quelque chose qui n'éveille aucune petite curiosité, aucun petit sentiment, mais l'admiration, on admire, on contemple, on est hors de soi, on est dans extase presque. Enfin. Vous disiez à l'instant que vous étiez parti avec une petite bibliothèque pour lire finalement quelques pages, ou une trentaine ou une centaine de pages en presque 3 semaines. Quelle lecture conseilleriez-vous
l'un et l'autre, à un voyageur qui prendrait le transsibérien. Un livre écrit après, donc je ne sais pas plus dans le train, c'est celui de Daniel Salnave, qui a écrit également son récit qui a fait un très beau livre qui s'appelle Sibir, c'est-à-dire Sibérie. Et alors parmi les classiques, moi je recommanderais le voyage à l'île de Sakhaline de Tchekhov. Il n'y avait pas le transsibérien à l'époque, parce que le transsibérien a été fini en 1920. Enfin, il a fait le trajet en voiture, en bateau, tout ça. Il est allé voir la Sakhaline, qui était une île de bagnards aussi déjà. Il a fait un reportage déjà. On voit bien que le goulag, c'est pas une invention stalinienne, léninienne, puisque ça existait en 1900 déjà. Il y avait des bagnards dans des conditions horribles. Et il décrit la nature russe. Il dit que quand on a vu le fleuve Amour, on peut mourir après, parce qu'on a vu ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire. Ça, c'est vraiment un très beau livre qui existe en full. Je conseillerais quand même un livre que je connais bien, mais que j'adore et qui est pour moi un peu je dirais le nectar du roman russe, la quintessence du roman russe, c'est le Anna Karénine. Je pense que alors c'est pas un livre spécifiquement évidemment sur la Sibérie, mais c'est un livre qui dit bon, il y a quand même une histoire de train malheureusement assez tragique à la fin, mais c'est quand même une espèce de saisie de la société russe, de cette passion, de l'aspect non conformiste aussi des Russes, qui est quand même assez passionnant à observer. Si vous voulez, il y a cette idée, parfois cette espèce de cliché de l'âme russe, mais en fait, souvent, il faut s'interroger sur les clichés et voir en quoi, justement, ils reconduisent quelque chose d'assez juste. Et il y a pour moi quelque chose de très fort dans ce livre, qui est l'idée de la transgression, l'idée de la passion. Et ça, ce sont, comme on le voit dans la littérature russe, dans la musique, etc., quelque chose de profondément étonnant et pas du tout français. Vous voyez, pour moi, c'est carrément, on est vraiment il y a une étrangeté de ce point de vue-là. On voit bien que c'est une autre société. Voilà, c'est un roman que j'adore. Sinon. Il y a eu le livre de Mathias Sénard, L'alcool et la nostalgie, qui est un livre qui est également une fiction qui a été écrite à l'issue de ce voyage, que j'aime beaucoup, qui est une espèce de Jules et Jim ferroviaire, mais alors dans le transsibérien. C'est un beau texte aussi.